Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 129. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Je suis très content d'annoncer mon prochain invité, Lubomira Rocher. Lubomira est partenaire du fonds d'investissement JAB à Londres et membre de nombreuses boards dans le secteur des biens de grande consommation, dont Kerry Dr Pepper, Krispy Kreme, Panera, Pret-à-Manger, des services financiers dans Société Générale, Allen, IPG, en Europe et aux États-Unis. Précédemment, Lubomira a opéré la transformation digitale du leader mondial de la beauté, L'Oréal, où elle a été la Chief Digital Officer du groupe et membre de son comité exécutif. Elle est économiste de formation et a construit sa carrière dans la technologie et le digital depuis 20 ans. Dans cette discussion avec Lubomira, nous regardons comment cette transformation s'est faite et continue bien entendu. Nous discutons de la culture d'entreprise, la raison d'être et comment les dirigeants se sont investis dans le digital et devenus eux-mêmes digitaux. On parle du marketing, les influenceurs, ainsi que l'importance d'e-commerce chez L'Oréal. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre juste quelques instants pour aller laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Lubomira Rocher. Alors, quel plaisir de t'avoir en ligne et en direct, de discuter de ta carrière et ta présence chez L'Oréal. Et puis en plus, l'amitié que nous avons pu développer grâce à notre amie en commun, Béatrice Dartzenberg. Voilà, Lubomira, en tes mots, comment souhaiterais-tu te présenter? D'abord, j'ai envie de te dire que je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, que ça fait quelques mois qu'on se connaît et que c'est un chouette voyage d'amitié. Alors moi, en quelques mots, je m'appelle Lubomira, je suis franco-bulgare, je suis née en Bulgarie. Et je suis arrivée en France quand j'avais 12 ans. J'ai fait des études d'économie et puis je suis tombée dans l'Internet quand j'étais petite, ou quand j'étais pas très grande en tout cas, grâce à un ami. Et j'ai découvert tout ce monde un peu incroyable de l'Internet en 95-96, quand c'était le début. Et j'ai découvert l'Internet de l'utopie, l'Internet du début, l'Internet où c'était carnaval, l'Internet où les derniers seraient les premiers, où les premiers seraient les derniers, où tout d'un coup on avait accès à toute l'information du monde, on pouvait rencontrer des gens dans un monde virtuel qu'on n'aurait jamais rencontré sinon, le monde des BBS, des bulletin boards, c'était ce monde aussi de la Californie, parce qu'à l'époque je vivais en Californie, donc c'était, voilà, moi c'est comme ça que j'ai rencontré Internet et du coup, ça a complètement changé ma carrière parce que je voulais devenir fonctionnaire européen à la DG Concurrence. Et puis finalement, j'ai fini par rentrer chez Capgemini pour faire de l'IT et de la technologie. Et puis toute ma carrière a été autour de la technologie, du digital et de la transformation. Donc Capgemini, Microsoft, une agence digitale qui s'appelait Valtech, puis L'Oréal. Et puis aujourd'hui, j'ai changé de vie encore une fois. Ça, c'est un truc qui est assez constant chez moi, c'est que j'ai pas un tempérament de sénateur, donc j'aime bien me réinventer de temps en temps. Et aujourd'hui, je suis dans un fonds de private equity qui s'appelle JAB Holdings à Londres. Génial. Eh bien, le changement est pour sûr, comme disait mon mentor Saint-Via, et c'est la croissance qui est un choix. Et alors, commençons par ce que tu as fait. Tu as vécu aux États-Unis. D'abord, le fait que tu as démarré aux États-Unis, où là où ça a commencé, a dû être un peu une chance quelque part. Mais comment est-ce que tu estimes la différence de la manière américaine par rapport à la technologie digitale que ce l'est en Europe, en particulier en France, mais comme tu le sais, plein d'autres pays et tu as plein d'autres expériences. Comment tu estimes la différence de l'approche vis-à-vis des nouvelles technologies qu'ont les Américains et combien ça a pu contribuer au succès de ta carrière? C'est super intéressant comme question et si tu me permets, je peux étendre à l'Asie aussi parce que je pense que c'est super intéressant aussi chez L'Oréal, j'ai beaucoup travaillé avec la Chine, Oui, l'écosystème chinois du digital et de la technologie aussi super bien sûr. intéressant.
Ouais, moi j'ai eu beaucoup de chance. Bon, c'est l'histoire de la vie. Hein, j'ai eu beaucoup de chance effectivement de découvrir l'Internet aux États-Unis. C'était l'époque où tout était possible, où il n'y avait pas de business model, où tu avais des gars en tongs qui avaient 25 ans et qui levaient des fortunes colossales. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que l'Internet, au fond, les révolutions, comme toutes les révolutions technologiques, sont issues souvent de collaborations entre recherche gouvernementale, les agences et puis le grand public. Hmm. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que les technologies sont pensées, euh, très vite les technologies sont pensées pour avoir des applications non seulement grand public, mais commerciales. Hmm. Donc c'est pas complètement par hasard que Microsoft est né aux États-Unis, c'est pas par hasard que Google est né aux États-Unis, c'est pas par hasard que Facebook est né aux États-Unis, c'est pas par hasard que Apple est né aux États-Unis. Donc on a euh, on a de la on a de la tec- on a de l'innovation technologique qui est souvent drivée par des programmes soit gouvernementaux, soit des agences, soit des agences. On sait très bien que la DARPA a été complètement clé dans l'invention de l'Internet. Mais très vite, ils vont penser business, très vite, ils vont penser application, et très vite, ils vont penser scale, échelle, effet d'échelle, ce qui Hmm. fait que c'est des entreprises qui se développent très rapidement et qui changent très profondément la vie des gens. Euh, il y a l'espèce de mythologie aussi de l'entrepreneur aux États-Unis qui est extrêmement palpable et qui est extrêmement forte, qui est extrêmement présente, qui fait qu'on a eu toute une génération d'entrepreneurs complètement emblématiques dans l'Internet et qui ont créé des empires qui aujourd'hui sont les boîtes les plus valorisées du monde et qui changent durablement la vie des gens. C'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement c'est de la technologie, c'est hyper intéressant, c'est hyper innovant, mais ça change profondément la vie des gens. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a beaucoup de B2B. On a des boîtes très, très intéressantes en B2B, évidemment, mais on a une capacité à sortir des fleurons B2C vraiment consumer orientated qui est extrêmement forte. En Europe, c'est un peu différent. On est souvent dans la recherche fondamentale, on est très bon en recherche fondamentale. Hmm. L'innovation est quelque chose de très important, mais on ne pense pas immédiatement aux applications ni commerciales, ni grand public. Donc on est un peu plus dans à l'époque, en tout cas, à l'époque, ça a changé. On était plus dans le saut technologique pour le saut technologique. Hmm. C'est intéressant parce que quand j'étais chez Microsoft, je m'occupais d'un programme d'innovation justement pour aider les startups à grandir. C'était un programme très innovant à l'époque. Et du coup, j'ai écouté des milliers de pitchs de gens qui venaient pitcher leur idée, leur entreprise, leur start-up pour avoir de l'aide quoi, de Microsoft. Et je me suis dit, il y a trois types de pitch en fait. Il y a un premier type de pitch qui est ma technologie est extraordinaire. Voilà pourquoi il faut investir. Parce que ma technologie va changer le monde. Le deuxième pitch, c'est là, il y a un marché qui n'est pas adressé, que la technologie va permettre de capter. Et c'est un marché de 5 milliards. C'est un marché qui est en pleine croissance, qui croît de 40% par an. Le pitch consultant, quoi. Le pitch techno, le pitch consultant, et il y a le troisième type de pitch qui est j'ai remarqué qu'il y avait un problème qui n'était pas résolu, qu'il y a un pain point consommateur qui n'est pas résolu. Je vais donc créer, grâce à la technologie, une solution pour résoudre ce point de difficulté dans la vie des gens, pour régénérer un processus qui ne fonctionne pas, pour accélérer une prise de décision, pour permettre aux gens de choper online de manière plus conveniente, etc. Et ces trois pitchs-là, je trouve, illustrent extrêmement bien les trois continents. C'est-à-dire que pour moi, le pitch consultant, on est très dans les États-Unis. Le pitch techno, on est très dans l'Europe, en tout cas à l'époque. Et le pitch problem solving, on est très dans la démarche chinoise. Ce qui est fascinant en Chine, euh, c'est à quel point ils partent du consommateur et de ses besoins et ils créent des écosystèmes incroyables autour de ça. Quand tu regardes,
Aujourd'hui, si tu regardes l'écosystème américain, tu vas avoir Facebook, Messenger, Instagram, PayPal, Hmm. Amazon, Uber. Tout ça, c'est des choses qui sont différentes. Tu as autant d'applications que je ne viens de citer de business case, de use case. En Chine, tout ça, ça s'appelle WeChat. Et en fait, Tencent. ou Tencent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas partis de l'innovation technologique, ils sont partis de quoi le consommateur a besoin dans sa vie de tous les jours. Et donc, je vais créer un écosystème de services pour lui rendre la vie de tous les jours plus facile, plus agréable, plus entertaining, tout ce que tu veux. Donc, je trouve que c'est très frappant, en fait, dans le monde de la technologie et comment on pense l'innovation. L'innovation pour aller chercher un marché, l'innovation pour aller créer une rupture technologique fondamentale ou l'innovation pour aller servir des besoins non adressés des consommateurs. Ils ont en Chine d'ailleurs plusieurs types de méta-sites qui permettent de rassembler, toujours dans cet esprit quelque part, de rendre la vie plus facile, de ne pas avoir à faire une app Messenger, l'app Facebook, l'app de Instagram, etc. Tout est ensemble et il suffit d'aller là-dessus et ensuite, tchoup, Exactement. Je suis dans le hypermarché quelque part. Exactement. Et c'est fou de penser que les Chinois sont plus dans comment tu le décris, customer-centric, centrés sur le client. Le cynique en moi dirait plus consolidé de manière plus facile de contrôler, car je n'ai pas besoin d'aller sur l'ensemble des sites. Mais en tout cas, pour nous qui sommes peut-être dans des dispositifs plus démocratiques, plus en fait capables d'être centrés sur le client sans avoir à moins qu'on soit vraiment cynique sur le point de vue des gouvernements, et on pourrait l'être, mais c'est une bonne leçon pour nous. Ouais, je trouve que moi, j'ai toujours été très inspirée par l'écosystème chinois. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que Messenger, ça fait des années, ou Facebook, ça fait des années qu'ils essaient d'implémenter le paiement, tout simplement. Instagram, ça fait des années qu'ils essaient d'implémenter le e-commerce depuis l'app Instagram. Ça commence. Mais si tu veux, le truc est déjà live depuis 10 ans en Chine. C'est une évidence. TikTok est nativement quasiment e-commerce enabled. Donc, c'est vraiment différent. Pour avoir étudié un peu ça aussi, il me semble que le point de démarrage pour les États-Unis a toujours été l'email, l'adresse email. Ouais. Tandis que les Chinois, d'abord, ils sont partis sur le numéro de téléphone et ensuite, tout de suite, sur la carte crédit. Oui. Et donc, du coup, les Américains, j'ai l'impression, souffrent de difficultés maintenant de revenir en arrière quelque part. Maintenant, il me faut ta carte de crédit aussi. Oh là là, c'était toujours gratuit, mais c'est quoi ce truc, carte de crédit? Attends, oh là là, dangereux. Car quand on parle de l'argent, c'est très proche pour les Américains d'ailleurs. Mais enfin, c'est proche pour tout le monde, mais c'est devenu difficile d'intégrer la carte de crédit qui est le centre du business model pour Tencent. Oui, absolument. Sur ton expérience chez L'Oréal, nous avons tous les deux travaillé chez L'Oréal. Moi, 16 ans, toi, je pense, 7 ans, 8 ans. Tu as quitté en 2021. Tu étais membre du COMEX, du groupe, en tant que Chief Digital Officer de 2014 à 2021. Donc, ça a dû être toute une expérience. Est-ce que tu serais capable de résumer ton expérience de Chief Digital Officer chez L'Oréal pendant ces 7-8 ans? Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que d'abord, L'Oréal est une entreprise passionnante, c'est un leader de son marché. Et j'ai eu la chance d'avoir la confiance du PDG, Jean-Paul Agon, pour faire quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, qui est transformer l'entreprise. Et de transformer l'entreprise dans beaucoup de ses dimensions, la plus évidente étant la dimension marketing, mais aussi dans la dimension de la réinvention des circuits de distribution. Aussi une forme de réinvention qui était que L'Oréal vendait à des distributeurs qui eux-mêmes vendaient à des clients. Donc L'Oréal avait très peu de relations, voire pas, très peu de relations avec ses consommateurs, avait très peu de connaissances intimes sur ce que les consommateurs achetaient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils disaient, comment ils réagissaient.
Euh, et donc, moi, j'ai une gratitude infinie pour la chance qui m'a été donnée de pouvoir transformer voilà, un leader mondial de son industrie avec la confiance du président. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que toute transformation implique beaucoup de bouleversements, beaucoup de résistance très naturelle. Surtout chez un leader qui ne connaissait aucune difficulté particulière. Quand tu viens transformer un business comme Kodak à l'époque, ou comme, j'en sais rien moi, comme le voyage, le travel, le retail, qui ont été quand même très massivement disruptés, comme on dit, j'aime pas ce mot, mais bon, j'en ai pas de meilleur, qui ont été très disruptés par l'irruption des technologies du digital. C'était pas le cas de L'Oréal. Si tu veux, L'Oréal fait des produits de beauté qui sont pas complètement digitalisables. Donc le produit lui-même est pas digitalisable. À l'époque, quand j'ai rejoint L'Oréal en 2014, c'était les ventes en ligne représentaient moins de 2% du chiffre d'affaires. Quand je suis partie, c'était quasi 30%. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas de menace existentielle sur l'entreprise. Ce qui rend la transformation, j'allais dire, presque encore plus difficile parce qu'on doit convaincre qu'il y a un avenir, qu'il y a une opportunité qui n'est pas véritablement visible parce que tout fonctionne très bien. L'entreprise croît entre 5 et 10% par an, c'est quand même des très belles croissances, étant donné la taille du marché de l'entreprise. C'est une entreprise qui fait 20% de net, de profit. Tu vois, c'est une très très belle entreprise, très profitable, qui n'était pas directement menacée. Donc il a fallu créer l'envie. Et ça demande de jouer sur d'autres leviers que de réagir à une menace ou de réagir à une menace existentielle de disparition de l'entreprise si jamais on ne réagit pas. Quelle envie quelle envie est-ce qu'on peut insérer dans un groupe où, dans mon temps, parce que j'ai quitté en 2009, le prix était davantage sur l'individu, sur la carrière de l'individu, donc ça, la performance était strictement, enfin très très liée directement au chiffre d'affaires, le résultat, très pratique sur la finance. Quelle envie, donc, est-ce que tu as pu insérer, ou est-ce que vous, parce qu'évidemment c'était un groupe, tu as fait pour que cette envie de transformation ait eu lieu? Alors, je crois que la première chose que j'ai faite, mais ça c'est très, c'est très naturel et c'est presque ancré en moi. Ça. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai passé 3 mois à rien dire et à écouter, à rencontrer des dizaines de gens par jour, à les écouter, à comprendre la culture. Parce que pour donner envie de faire quelque chose, il faut comprendre d'où viennent les gens. Et la pire des postures dans une aventure de transformation, c'est de se dire moi je suis le futur, eux c'est le passé. Donc c'est quand même tous des ringards, ils ont pas compris le monde de demain, donc il faut quand même que je leur explique quoi. Moi j'ai fait l'inverse, je les ai écoutés, ils m'ont expliqué d'où ils venaient. J'ai trouvé une culture, comme tu le sais, puisque tu y as passé du temps, une culture qui est à la fois non écrite et d'une précision presque chirurgicale, d'une force de cohésion impressionnante. Et j'ai été déterrée dans les éléments culturels, du substrat culturel de cette entreprise, des choses qui résonnaient avec le digital et avec le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc il y a un bouquin d'ailleurs que je recommande à tout le monde qui nous écoute, qui s'appelle L'Aventure L'Oréal, qui a été écrit par un des PDG, François Dalle. Je pense que François Dalle, c'était le PDG d'avant Lindsay Wade-Jones. L'Oréal a eu 5 ou 6 PDG, très peu de PDG, donc c'est une entreprise qui a une très grande continuité managériale. Et donc François Dalle a écrit ce bouquin qui s'appelle L'Aventure L'Oréal dans les années 70, début des années 80, peut-être même avant. Et c'est un bouquin d'une modernité spectaculaire. Spectaculaire. Et j'ai été déterrer ces éléments culturels. Alors il y en a plein, il y a des artefacts, toi ça va te parler parce que c'est des phrases qu'on dit sans même y penser chez L'Oréal. Il y a cette phrase qui dit saisir ce qui commence. Saisir ce qui commence, c'est la phrase de Eugène Schueller, le fondateur,
Et cette phrase, elle positionne L'Oréal comme toujours en quête de l'innovation. Alors, bien sûr, il y a l'innovation produit, hein, ça c'est très naturel, mais il y a cette espèce de saisir le zeitgeist, saisir l'esprit du monde, saisir la nouveauté, les nouvelles attentes des consommateurs, mais aussi les nouvelles révolutions du monde. Donc c'est un substrat très fort sur lequel s'appuyer quand tu viens pour justement transformer, apporter de l'innovation, apporter autre chose que le modèle traditionnel. Il y a un deuxième substrat culturel très important chez L'Oréal, et c'est cette phrase que tout le monde disait tout le temps, qui disait « faire et défaire pour mieux faire ». En fait, faire et défaire pour mieux faire, ça se rapporte au produit, évidemment, à l'innovation produit, cette espèce de démarche itérative pour trouver toujours des meilleurs produits qui satisfassent encore mieux les consommateurs, les lectrices et les consommateurs. Et quand tu dis faire et défaire pour mieux faire, ça pourrait presque être le motto d'une start-up californienne. Parce que faire et défaire pour mieux faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire démarche agile, ça veut dire démarche itérative, ça veut dire feedback loop. Et en fait, quand tu dis faire et défaire pour mieux faire, et tu dis this is what, et ça c'est ce qu'une data-driven company fait aujourd'hui, tout d'un coup tu leur dis mais en fait c'est très naturel pour vous d'aller vers la data. C'est dans votre DNA. Il y a aussi des choses super fortes. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans ce livre qui disait, elle me parle très particulièrement cette phrase, elle disait « Il faut privilégier l'esprit de bivouac sur l'esprit d'état-major ». C'est quand même extraordinaire. Le digital nomade. C'est à la fois le digital nomade et c'est à la fois le fait que c'est sur le terrain que ça va se passer. C'est pas au siège. Donc c'est comme ça que dans toute la démarche de change management, je me suis dit il faut absolument aller chercher le soutien dans les bivouacs, dans les marques, dans les territoires, au Canada, en France, au UK, en Chine. Et c'est comme ça que je me suis dit c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Il ne faut pas venir en top-down en disant voilà les 3 axes stratégiques avec un PowerPoint de 250 slides produit par n'importe quel consultant très bien payé en disant go do in the field. Allez appliquer, allez exécuter. Il faut les embarquer là-dedans. Il faut privilégier l'esprit de bivouac sur l'esprit d'état-major. Ça, c'est extraordinaire. Coming up on 5-Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5-Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily. C'est génial que tu dises tout ça parce que en réalité, donc ce livre, je l'ai lu, mais ce que tu viens de dire, c'est pas des choses que j'ai parcourues beaucoup dans ma carrière. Or, en fait, ce que tu fais est un moyen extraordinaire de faire adhérer des gens qui, comme moi, auraient été des vieux, des dinosaures de l'époque, des ringards, etc. Mais en le liant à François Dalle, donc les racines du groupe, même si c'est après Schweller, quand même, c'est une manière forte de faire adhérence intelligente. Car en fait, quand j'y étais, j'ai trouvé qu'on était loin de ces propos. Si je réfléchis, saisir, c'est commencer. L'idée, en fait, on était quand même un gros bateau, navire, qui avait oublié, pour moi, ce genre de principe, que ça soit le digital ou l'écologie, pour prendre 2 exemples où j'étais, moi, très lié à ces éléments dans les années 2000, et on était loin de ces principes qui étaient déjà bien saisis, enfin bien commencés en tout cas. Et or, tu as ramené nos racines en disant, voilà, c'est ce qui nous a fait grandir. Revenons sur des bases basiques, on va dire, et c'est fort ce que tu as fait, Lubomira. Je pense que c'est la seule manière, parce que si tu rattaches pas demain à hier, si tu fais pas un pont entre ça, c'est extrêmement menaçant pour les gens, parce que
Je vais te donner un exemple aussi très concret. C'est le changement, c'est très concret. C'est-à-dire que quand c'est pas juste une stratégie et des slides. La stratégie, c'est 5% du job. Il faut quand même se mettre dans les shoes du patron de pays, du patron du petit pays, celui qui n'a pas des millions de ressources, hein, parce qu'on pense L'Oréal, boîte très riche, mais enfin, quand tu es patron de l'Argentine, Aujourd'hui. oui. Quand tu es patron d'un pays, quand tu es patron d'une marque, quand tu es patron de Garnier au UK ou en France ou en Espagne ou en Chine, euh, ça fait des années que tu as rejoint L'Oréal, ça fait des années que tu fais ce métier, ça fait des années que tu as eu des discussions avec des distributeurs, avec des agences de publicité, ça fait des années que tu fais de la publicité, tu es très bon dans ce que tu fais, tu es même sans doute le meilleur du monde. Tu fais partie de la ligue des meilleurs du monde. Et tout d'un coup, il y a un truc là, qui s'appelle le digital, qui change tout, qui va te faire aller négocier non plus avec Carrefour, Walmart, Tesco, mais avec Amazon ou Alibaba. C'est des gens, on ne comprend même pas leur langage. On n'arrive même pas à se parler, on a besoin d'un traducteur. Tu vas aller devoir faire de la publicité, non plus sur TF1 ou sur CNN, mais tu vas aller faire de la pub sur ou BBC, tu vas aller faire de la pub sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. En fait, les codes même de la publicité sur ces plateformes, tu ne les comprends pas, tu ne les as jamais vécus, tu ne les as jamais faits. Et L'Oréal est une boîte comme beaucoup d'autres d'ailleurs qui est très basée sur le compagnonnage, c'est-à-dire que tu vas regarder les grands faire et puis tu vas faire comme eux et puis c'est comme ça qu'on apprend. Et là, il y avait personne qui avait ouvert cette voie avant, ou pas grand monde. Donc il n'y avait pas d'école du digital, quoi. Et donc quand je reviens à mon patron de pays ou à mon patron de marque dans le pays ou à mon patron de marketing dans la marque dans le pays, en fait, il n'a même pas les mots. Il ne sait même pas comment challenger, sur quels indicateurs challenger ses équipes. Il faut lui donner les mots dans la bouche. Il faut lui donner le discours. Il faut qu'il arrive à s'approprier. Il faut qu'il puisse, dans les dîners en ville, expliquer qu'est-ce que c'est la stratégie digitale de Garnier en Allemagne. Il faut qu'il puisse le dire, parce qu'au moment où il va pouvoir le dire, il va sentir que c'est à lui. Autant qu'à moi, CDO du groupe, autant qu'à tout le monde. Ça fait partie de lui, ça fait partie de lui, et c'est sur sa feuille de route. Et donc, c'est pour ça qu'on a formé 58 000 personnes. Parce que dans la transformation, il y a deux façons de faire. Soit tu dis, le digital, on va créer un silo, un silo du digital avec que des experts du digital qui vont faire le marketing digital, qui vont faire le e-commerce, qui vont faire la technologie. Ça va très bien marcher parce que c'est des gens qui se comprennent entre eux, on n'a pas besoin de traducteurs. Ils savent faire, la plupart. Sauf qu'on n'a rien transformé du tout. On a créé un truc, une sorte de verrue sur le côté qui fait le digital. Nous, notre décision avec Jean-Paul et avec tout le comité exécutif, ça a été de dire, on va transformer, c'est-à-dire qu'on va mettre le digital au cœur de L'Oréal, au cœur du marketing. C'est-à-dire qu'un marketeur, il va falloir qu'il fasse du marketing classique, télé, presse, mais il va falloir qu'il fasse aussi du marketing sur tous les réseaux digitaux. Et cette infusion-là, je crois que c'est ça qu'on a réussi chez L'Oréal, parce qu'on a formé les gens, parce qu'on leur a donné les outils, parce qu'ils ne se sont pas sentis démunis face à cette transformation, mais au contraire, qu'ils se la sont appropriée. Il y a un truc que tu as dit avant qui est fort aussi, qui est que, en fait, on parle souvent de L'Oréal comme étant une boîte B2C. On vend des produits qui tombent dans les mains des consommateurs. En revanche, nous n'étions pas proches des consommateurs, car il y avait des couches entre nous qui s'appelaient la Fnac ou Carrefour, enfin, etc., la distribution. Enfin, Fnac peut-être pas, mais les distributeurs qui étaient en contact avec le consommateur. Donc, en fait, on était loin de bivouac dont tu parles, car en fait, on n'était pas en contact avec le consommateur. Le data ne nous appartenait pas, enfin, nous, L'Oréal. Et donc, B2C, niet. On était B2B, peut-être to B, to C. Et nos vrais clients étaient plutôt Carrefour et compagnie, et donc loin du consommateur. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour démunir ça? Donc, je vois, en fait, évidemment, le rôle et la place d'importance du e-commerce, car en fait, là, on est en contact direct. Tu disais que proche de 30%.
j'ai vu un article dans Business Insider où tu as dit que le dream ou l'objectif était 50%, la moitié du chiffre d'affaires en 2023. Ça, c'est l'année prochaine. Donc, wow, ça, c'est un changement radical. Et je me demandais, donc tu dis que ça appartenait à tout le monde. Un point pour moi a toujours été, il faut être digital, pas juste penser digital. Et donc, ça veut dire pour moi incarner le digital chacun. Donc, quelle a été la ligne directrice par rapport à la présence des dirigeants eux-mêmes sur le digital pour montrer à combien eux sont digitaux? Quelle est l'importance, le rôle, présence des exécutifs sur le digital, comme notre chère Béatrice, qui, elle, maîtrise comme le bout des doigts sa présence en ligne. Mais de manière générale, est-ce que c'est important chez L'Oréal? Écoute, bien sûr, ça a été un enjeu, mais c'est un enjeu, tu sais, sur les réseaux et en ligne, il y avait une statistique à l'époque qui disait il y a 10% des gens qui sont vraiment actifs et 90% des gens qui regardent. Mon objectif n'a jamais été de mettre tous les patrons ou tous les gens de L'Oréal de manière très active, c'est-à-dire en postant des choses, en étant des influenceurs par eux-mêmes, etc. Mon objectif, certains l'ont fait, et c'est très bien. Moi-même, je l'ai fait, je l'ai montré comment le faire. Mais mon objectif était surtout qu'ils passent du temps sur les réseaux, qu'ils regardent. Parce que un patron de marque, un patron de marketing, un patron de pays, dans le monde d'avant, il passait tous ses week-ends à aller éplucher le Elle, le Vogue, le Marie-Claire. Ils passaient leur temps à ça. Parce que c'était une manière pour eux de comprendre les tendances, les couleurs, les nouveaux produits, la concurrence, l'imaginaire, le visuel. C'était des sources d'inspiration extrêmement, extrêmement importantes. Et je leur ai dit, c'est toujours pareil, j'essaie toujours de prendre appui sur quelque chose qu'ils connaissent pour simplement faire un pont en leur disant « je fais la même chose, juste les outils sont différents ». Et donc, moi, ma grande bataille, ça a été de mettre l'observation et la fréquentation de ce monde digital au cœur de toutes les réunions. Donc, typiquement, quand on était en visite pays, tu sais comme moi, hein, que la visite pays est un rituel très fondamental chez L'Oréal, où le patron de L'Oréal et le comité exécutif vont visiter un pays, mettons l'Angleterre. Et donc, il y a tout un tas de réunions qui sont organisées, beaucoup de décisions stratégiques qui sont prises, revue du business, etc. Et donc, dans ces réunions-là, il y avait ce qu'on appelait la sortie route, où on allait tous, un peu comme transhumance, visiter des magasins pour aller comprendre comment étaient positionnés nos produits, la concurrence, les nouvelles tendances, les nouvelles marques. Très fondamental. Beaucoup de respect pour cette culture très terrain. Et donc voilà, on faisait la sortie route. Et bien en fait, on a introduit la e-sortie route, la sortie route digitale. C'est-à-dire que on disait dans les salles de réunion, tous ensemble, et on passait des heures à aller, non pas dans les magasins physiques, mais sur nos magasins en ligne, sur nos comptes Instagram, sur nos chaînes YouTube, pour aller voir comment on se positionnait, comment les autres faisaient, est-ce que notre présence, est-ce que notre contenu sur Amazon, il était bien, il était mieux que les autres, il n'était pas mieux que les autres. Et donc, en fait, ça a un peu imposé de facto cette fréquentation assidue des réseaux sociaux. Et des réseaux sociaux et du monde digital et des plateformes digitales au sens large. Et ça a donc clairement ancré tout le monde dans cette réalité digitale. Et à la fin, ça faisait vraiment partie des réflexes des gens. Je me souviens au début, c'était galère, il fallait vraiment les obliger, quoi. Aller sur Instagram. Mais je m'en souviens, oh là là. Aller sur Instagram, aller sur Amazon. À la fin, dans toutes les réunions, à chaque fois qu'on me parlait de quelque chose, tout de suite, ils allaient voir sur leur téléphone, ils regardaient, et ils étaient moi, j'étais très impressionnée par la maturité de mes collègues du COMEX. À la fin, j'avais plus rien à leur apprendre, pour être très honnête. Et c'était ça, moi je savais que ma mission a été finie le jour où je me suis dit ils sont aussi forts que moi. Ils sont aussi forts que moi, ils ont les bons réflexes. Ça y est, c'est fait. C'est difficile de savoir, en fait, quand on est mûr digitalement, car il y a tellement de choses. J'ai envie de dire moi-même, je peux toujours apprendre.
Et on n'est jamais au bout du fil, enfin, au bout du cycle. C'est un cycle continu. Et à partir du moment où tout le monde le fait, c'est vertueux dans ce cas-là. Oui, c'est cœur business. C'est-à-dire que on a mis le réflexe au même niveau qu'une sortie route, au même niveau qu'une visite magasin. La visite du magasin en ligne est au même niveau dans leur tête que la visite du magasin physique. C'est gagné. Alors, le e-commerce 50%, il y a un truc qui me trottine quelque part, ou cyniquement, j'ai envie de dire, c'est pour des raisons business. En tout cas, écarter le middleman, qui est Carrefour et compagnie, pour nous permettre d'avoir un contact direct qui nous permettra de savoir un peu mieux l'innovation d'ailleurs, et aussi d'avoir une plus grande rentabilité si on le maîtrise bien. Mais souvent, l'e-commerce, c'est pas aussi rentable que ça. On pense que c'est rentable, mais pour beaucoup, c'est pas facile. Enfin, si on prend encore une fois un peu cyniquement Amazon, ils ont été, on va dire, ils ne donnaient pas beaucoup d'impression de rentabilité sur l'aspect e-commerce, que l'argent et la rentabilité venaient d'ailleurs. Mais évidemment, c'était juste une question de changement de prix. Mais pour L'Oréal, la motivation pour aller 50% e-commerce, quelle était la vraie motivation en dessous, selon toi? Alors, d'abord, je vais me permettre de corriger ce que tu dis au départ, parce que chez L'Oréal, si tu prends les 100% de e-commerce, la très grande majorité de ce e-commerce n'est pas direct. C'est-à-dire que c'est du e-commerce qu'on fait à travers des tiers, à travers Walmart.com, Bien vu. à travers Sephora.com, à travers Carrefour.com, à travers Tesco, Boots, Ulta. Donc, la partie, ce qu'on appelle e-retail, est très majoritaire dans le business chez L'Oréal. Il y a certaines marques, notamment les marques de luxe ou les marques professionnelles, qui ont un vrai attrait à aller en ligne en direct. Donc, effectivement, une partie de ce chiffre d'affaires était en ce qu'on appelle D2C, en direct to consumer, mais c'est la minorité du business. C'est une minorité qui est importante parce qu'elle nous donne de la data, parce qu'elle nous permet de scénographier nos marques comme on souhaite. On ne dépend pas de la user experience d'une plateforme tierce, etc. Donc, c'est une partie stratégique, mais elle est pas majoritaire. Et donc, et c'est vrai que L'Oréal, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappée, c'est que L'Oréal a toujours fonctionné en écosystème. L'Oréal est une entreprise qui fonctionne en écosystème avec son réseau de distribution. Toi, tu as été dans la division professionnelle, et c'est vrai que presque, qui est le cœur, le berceau de L'Oréal, et c'est très visible. C'est que PPD, donc la division des produits professionnels, est au service des coiffeurs. Elle est au service des salons. Une des plus importantes parties du budget est dédiée à l'éducation. Bien sûr. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a jamais été justement une façon de chanter notre distribution, mais au contraire, on a eu, je me souviens, d'innombrables sessions où on était en upskilling, en formation de nos distributeurs pour leur expliquer pourquoi c'était si important d'aller en ligne. Donc, pour revenir à ta question de fond, qui est pourquoi le e-commerce? D'abord parce que c'était un mouvement inéluctable. Parce que moi, je me souviens, en 2014, quand j'arrive, et donc je leur dis, on fait 2%, 1,7%. Donc, quand je leur dis, en 2020, on fera 20% de notre chiffre d'affaires en e-commerce, il n'y en avait pas beaucoup qui me disaient allez, oui, vas-y, Hugo, fonce. La majorité observait un silence poli en se disant la pauvre, elle va vraiment se prendre un mur. Et une minorité riait sous cap, comme on dit en français. Comme je viens de faire. Voilà. Et voilà. Et donc, il a fallu faire tout un travail d'éducation pour leur montrer que catégorie après catégorie, les choses bougeaient en ligne, en fait, que les gens avaient envie d'acheter en ligne. Et pourquoi ils avaient envie d'acheter en ligne? Pas seulement parce que les prix étaient plus bas. Non, parce qu'il y avait une expérience d'achat en ligne qui était intéressante, parce qu'il y avait un assortiment qui était infini. Quand tu vas dans un magasin, si ton produit n'est pas dans le magasin, il n'est pas dans le magasin. Quand tu vas sur Amazon, ton produit, il est nécessairement sur Amazon, ou quasi nécessairement. Donc, il a fallu convaincre. Donc, une des premières raisons pour laquelle le e-commerce était important dans la stratégie, c'est parce que c'était une nécessité du point de vue du consommateur. C'est-à-dire que si on n'allait pas en ligne, on perdait des parts de marché.
aussi simple que ça, parce que le business se déplaçait en ligne. Il y avait de plus en plus de consommateurs qui achetaient uniquement en ligne ou en ligne et en physique. La deuxième raison aussi, qui était très importante, notamment dans notre conquête asiatique, donc L'Oréal China, deuxième marché, partie importante de la croissance de L'Oréal est venue de Chine. Et en Chine, tout comme dans l'Asie et particulièrement l'Asie du Sud-Est, donc dans tous les territoires émergents où les croissances sont fortes, il y a vraiment un agrandissement de la classe moyenne, donc de plus en plus de consommateurs potentiels pour nos marques. L'Oréal était très bon pour aller vendre dans ce qu'on appelle les Tier 1 cities, donc les grandes villes. Shanghai Company. Mais quand il fallait aller dans les plus petites villes, notre capacité à adresser des réseaux de distribution plus fragmentés est pas excellente. Donc, ce que ça nous a permis de faire, le e-commerce, c'est d'aller recruter des gens qu'on n'aurait jamais touchés par le réseau de distribution physique. Donc, il y avait un phénomène à la fois de nécessité, si on voulait servir le consommateur là où il était, et il y avait une forte ambition de recrutement de nouveaux clients, notamment sur les marchés émergents, de clients qu'on n'aurait pas touchés s'il n'y avait pas eu le e-commerce. Des femmes qui achetaient des rouges à lèvres d'Yves Saint Laurent dans des villes moyennes en Chine, ça ne serait pas arrivé. Grâce à Alibaba, c'est arrivé. Merci pour cette belle éclairage. Alors, la raison d'être, c'est un autre sujet important pour moi. En France, il y a la loi Pacte qui l'impose, on va dire. Pour toi, mais pas juste dans le cadre de L'Oréal, quel est le rôle du raison d'être dans la transformation? Est-ce que c'était quelque chose lié ou encore un autre élément, on va dire, à côté, accessoire dans le mouvement de transformation? Moi, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans tout ce discours autour de la raison d'être, et du coup, il y a beaucoup de vide. Si tu regardes les raisons d'être ou les missions ou les purpose, fais l'exercice un jour et tu vas voir, tu peux en mettre 20 à côté l'une de l'autre, elles se ressemblent toutes. Bah oui. C'est sidérant. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu l'air du vide. C'est comme si on mettait tout le temps les mêmes mots, servir, changer le monde, créer des choses. Mais en vrai, ta raison d'être, c'est d'apporter des produits et des services qui facilitent la vie des gens. Et pour moi, je trouve que dès qu'on commence à aller raisonner sur la raison d'être, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que la première raison d'être d'une entreprise, c'est, encore une fois, c'est ce qu'elle produit ou c'est ce qu'elle amène aux consommateurs. Donc moi, j'ai toujours été de l'avis de dire que ton produit, c'est ton premier touch point, c'est ton premier point de contact. Avant même de réfléchir à l'écosystème, les points de contact digitaux, machin, ton produit, c'est ce qui est ta raison d'être. C'est ce qui fait que tous les jours, tu dois l'améliorer. C'est ce qui fait que tous les jours, tu dois créer une expérience qui est encore meilleure. C'est que tous les jours, tu dois te demander comment est-ce que je résous ce problème de ma consommatrice ou de mon consommateur. Et je trouve que c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui se sont targuées d'avoir des rôles sociétaux, politiques. Je trouve que c'est compliqué. Je trouve qu'il y a le politique, et puis il y a l'économique, et puis il y a quelle est la manière pour chacun d'entre nous, et puis pour chacune des institutions, de changer la vie des gens. La justice, elle rend la justice, l'école, elle éduque. Les marques, elles sont là pour produire des produits et des services qui vont changer la vie des gens, qui vont effectivement faire une différence, comme on dit en anglais, dans leur vie. Donc moi, je trouve que c'est fondamental de revenir à ça. C'est fondamental de revenir à ça. J'étais frappé par une étude en France qui disait la plus grande raison d'être de l'entreprise, c'est le savoir-faire. Oui. Or, en fait, l'esprit et l'être, la façon, c'est faire. Et le lien entre les deux, pour moi, tu signales une différence pour moi.
entre la manière française qui aime beaucoup le côté innovation de faire des choses, de façonner des produits. Ouais. Or, dans l'esprit de la raison d'être, en tout cas dans l'esprit peut-être abstrait américain, c'est cette histoire d'être. Et on peut très vite être sur le paraître au lieu du concret, de faire. Et ce tango entre l'être et le faire est quand même intéressant à explorer. Et je te remercie de ta réponse, c'est sympa. Et si je peux juste Bien sûr. prendre une seconde de plus sur ce sujet, moi j'adore ce que tu dis sur le faire, parce qu'effectivement, il y a l'être, l'avoir et le faire, le faber euh, l'entreprise, elle fabrique donc des produits ou des services, elle emploie des gens, Et elle est insérée dans des communautés. Donc il y a une éthique de cette responsabilité-là. Mais cette éthique n'est pas nécessairement une éthique militante ou une éthique activiste ou une éthique politique. Certaines marques sont nées comme ça. Quand tu es Patagonien, tu es né comme ça. Parce que fondamentalement, c'est extrêmement lié d'ailleurs à tes produits, à la manière dont tu fabriques tes produits. Et il y a quelque chose comme ça. Mais il y a tellement de marques qui ne sont pas nées d'un terreau militant. Il y a tellement de marques qui s'adressent à tout le monde, au fond, et qui sont du coup, qui se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées, hein, quand elles sont prises en otage par les uns et les autres, dans des sociétés qui se clivent, qui se polarisent, qui se fractalisent de plus en plus. C'est des pièges terribles pour les marques. Donc, je trouve que, voilà, revenir au faire et au savoir-faire, et au savoir-être d'une certaine manière, mais au savoir-être circonscrit à ta raison d'être, qui est d'être un employeur, qui est d'être un partenaire en affaires, qui est d'être inscrit dans des communautés autour de toi. Je trouve que c'est là où l'éthique de cette responsabilité-là est importante. Mais c'est très différent des discours parfois un peu creux, je trouve, qui peuvent agiter beaucoup de gens. Il y a des gens passent des heures cubiques, des mois entiers avec des consultants pour décrire une raison d'être qui est strictement la même que celle de la boîte à côté. Parfois, tu sais même plus si tu es dans le foot, si tu es dans la beauté, si tu es dans la construction de parking. le son de l'alarme, pour moi, il est important d'arriver à faire sonner cette raison d'être de manière concrète pour les employés. Car en fait, c'est eux qui gèrent l'expérience client. Et si on est trop axé sur l'expérience client, le pauvre employé se dit, et moi en tout ça? Très juste. J'imagine le combat que ça doit être dans un L'Oréal. Comme tu dis, c'est complexe. L'Oréal, c'est une boîte qui atteint des grands chiffres, qui atteint des milliards de personnes, de consommateurs. Et c'est quand même l'enjeu pour moi d'arriver à faire exprimer l'employé en tout ça, enfin l'expression de cette raison d'être pour l'employé, pour qu'il et elle, quand elle revient chez elle, il y a un sens à ça et que cet employé se sent touché par cette raison. Et ce sens, c'est ce qu'il fait. C'est exactement ce que tu dis. Le faire est une dimension qu'on a oubliée parce qu'on a de plus en plus des métiers qui sont très intellectuels, qui sont très abstraits. Mais néanmoins, n'oublions pas qu'on fabrique des produits de beauté, ou qu'on fabrique des parkings, ou qu'on construit des maisons. Et c'est beau. Et c'est beau. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des trucs très compliqués? C'est magnifique. Cette chaîne humaine qu'il faut pour aller mettre sur le marché des choses qui vont changer la vie des gens. Extraordinaire. Et tu as beaucoup parlé dans un l'article de Business Insider, du rôle de l'influenceur qui va nous permettre d'atteindre le scalability dont on a parlé au tout début de notre entretien. Malheureusement, le temps est cher. Tu m'es cher et le temps est cher, donc je respecte. Comment est-ce que quelqu'un pourrait te suivre, comprendre un peu ce qui est dans la tête de Lubomira? Eh ben, je dois t'avouer que depuis que j'ai changé de job, là, il y a 1 an, j'ai pris pas mal de recul, en fait. Avant, ça faisait tellement partie de mon job, ne serait-ce que
dans cette notion d'exemplarité, quoi. Mais aujourd'hui, je trouve que LinkedIn comment dire, je trouve que LinkedIn est devenu une plateforme de vide. Tout le monde dit la même chose, avec les mêmes mots-clés qui sont vides de sens. C'est une espèce de perpétuelle représentation de soi, de self-branding, de self-marketing. Donc, j'y vais bien sûr parce que c'est un outil professionnel pour garder le contact, etc. Mais je publie moins parce que je trouve que c'est moins authentique que ça a pu l'être. Mais bon, voilà, je suis sur LinkedIn, évidemment. Et puis, vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est quoi mon alias? C'est LJUBOMIRA, qui est la version bulgare, Lyubomira. Il me semble que de ce que tu dis là sur le LinkedIn et Twitter, cette vidité, c'est peut-être une expression de l'Internet de manière générale. Ouais. C'est intéressant parce que... Alors là, ça, c'est vraiment un sujet intéressant parce que, comme toute technologie, au fond, ça génère le pire et le meilleur. En fait, il y a des cycles. C'est que au début était la créativité. Au début était la créativité. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des nouvelles plateformes, quand Instagram est arrivé, c'était fou. C'était extraordinaire ce qu'on pouvait faire sur Instagram. Et puis même au cours d'Instagram, tu as eu l'époque où c'était des photos très statiques, puis après il y a eu des vidéos, puis après il y a eu les stories, et puis après il y a les reels. Donc même au sein de cette plateforme-là, les formats créatifs, la créativité change, et c'est chouette. Mais dès qu'on atteint une forme de maturité, une plateforme ou même du digital, ce qui est vrai pour la plateforme est fractalement vrai pour le digital. Dès qu'on atteint une forme de maturité, c'est un océan en anglais de sameness. Tout se ressemble. Tout se ressemble. Quand tu regardes, alors moi forcément je suis sur TikTok parce que d'abord TikTok est une plateforme extrêmement intéressante, extrêmement puissante, extrêmement bien conçue. Mais à la fin, l'algorithme est tellement puissant que tu te retrouves avec tout le temps les mêmes contenus. Et le même chat. Le même chat ou le même tirage de tarot. Alors, je sais pas, ils ont compris que j'adorais les tirages de tarot. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, je me retrouve avec des tas d'influenceuses tarot. Et en fait, quand tu prends le temps, c'est tout le temps le même pattern. À tel point que chez L'Oréal, on avait toute une équipe qui s'occupait de reverse engineering, de déchiffrer à l'envers quels sont les contenus qui marchent. Est-ce qu'il faut mettre le produit dans la première seconde, deuxième seconde, troisième seconde? Est-ce que le violet fonctionne mieux que le rose? Est-ce que le focus sur l'œil maquillé fonctionne mieux que le visage en entier? Est-ce que prendre une photo de produit fonctionne mieux qu'un produit de visage? Et en fait, on avait trouvé des règles, c'était quasi mathématisable. Donc c'est ça que ça fait l'Internet. C'est qu'à la fois, ça fait des sauts créatifs incroyables et le début est toujours fascinant parce qu'il y a des nouveaux codes qui s'inventent, et il y a des gens qui sont là pour inventer ce début-là. Les avocados toast sur Instagram, on s'en souvient, tu vois, sur le mur rose derrière. Et très vite, comme c'est des algorithmes, et que l'algorithme favorise un certain nombre de contenus ou de mots-clés, donc dès que les gens arrivent à comprendre et à reverse engineer le processus, du coup, tu te retrouves avec des contenus qui sont très, très, très similaires. Et c'est exactement le même phénomène qui est en train de se passer sur LinkedIn. C'est exactement le même phénomène qui est en train de se passer sur LinkedIn. On va voir quelle va être la prochaine innovation de format qui va permettre une nouvelle vague d'expressivité et de créativité et d'identité, d'authenticité. Je ne suis pas pessimiste, mais ça se passe par saut. Et là, on est à un moment où je trouve que tout est boring et fake, en fait. Moi, enfin, plus que boring, c'est le fake qui m'angoisse dans la vie. Lyubomira, je te remercie. Ça nous fait réfléchir, ça nous fait bondir peut-être. On en a besoin car le nouveau cycle nous attend et on ne peut pas sommeiller avec le same. Et juste, ça me fait penser à Star Trek, le capitaine Kirk qui était constamment sur l'humanité selon moi. Ensuite, en face, entouré par un bon écosystème avec Monsieur Data, Spock,
Mm. Il faut avoir son écosystème, mais pas oublier son humanité. Je te remercie, Lubomira. Un grand plaisir de t'écouter. Merci, Minter. C'était vraiment génial. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, admit to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman.
Coming up on 5 Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5 Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily.